Quelle est la place des femmes en sciences aujourd'hui? La situation s'est bien sûr améliorée depuis les dernières décennies, mais il reste encore un bout de chemin avant d'atteindre l'équité. Des statistiques montrent qu'il existe un grand écart entre les hommes et les femmes. Entre autres, que les hommes choisissent beaucoup plus de carrières scientifiques que les femmes. L'un des facteurs qui expliquerait cela serait un manque de modèles féminins pour les jeunes filles. Mais ce ne sont pas les modèles qui manquent. J'ai été, lors de ma formation, en contact avec plusieurs femmes chercheurs d'exception. C'est pour mettre toutes ces femmes en valeur qu'un groupe d'étudiants et d'étudiantes du Centre intersectoriel en santé durable de l'Université du Québec à Chicoutimi a eu l'idée de mettre sur pied un projet que nous vous présentons aujourd'hui, Lumière sur les femmes en sciences. Afin de vous les faire connaître davantage, nous souhaitons vous présenter des femmes au parcours scientifique remarquable mais souvent méconnu, et pourquoi pas encourager et inspirer les jeunes scientifiques de demain. Dans chaque épisode, nous vous présenterons le portrait de 2 femmes de notre époque ou du passé, en plus de vous présenter une entrevue réalisée avec une chercheure travaillant actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présentons le portrait de Maude Elisabeth Seymour Abbott et de Gertrude Elion. Mais tout d'abord, Joanie Bouchard a réalisé une entrevue avec Jacinthe Dion, professeure au département des sciences de la santé et co-titulaire de la chaire de recherche UQAC-Cégep de Jonquière sur la vie et la santé des jeunes. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre cheminement scolaire et professionnel pour en être arrivé à ce poste? En fait, moi, j'ai fait mon baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal ainsi que mon doctorat, parce que pour être psychologue, ça prend un doctorat, dans le fond. Donc, parce qu'au début, je ne m'alignais pas nécessairement pour une carrière académique. Puis, c'est ça, j'ai toutes fait mes études à l'Université de Montréal. Puis, en terminant mes études, moi, j'étais psychologue pour les associés d'apprentissage qui, eux, envoient des psychologues dans des régions éloignées où il n'y en a pas, comme dans la baie James, chez les Cris, à Blanc-Sablon et tout ça. Puis, j'étais à Sept-Îles, à l'aéroport. J'attendais un voyage pour mon avion pour aller à l'île d'Anticosti pour une semaine là, comme psychologue là-bas. Puis, finalement, j'ai vu l'annonce du poste de professeur en enfance-adolescence à l'UQAC. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est vraiment moi. Le profil correspondait un peu à mon parcours. Donc, j'ai décidé d'appliquer cette journée-là parce que la date limite, c'était la journée où j'ai vu l'application. Donc, puis finalement, j'ai eu le poste. Puis depuis ce temps-là, je suis à l'UQAC. Là. Justement, pourquoi vous vous êtes dirigée vers la population des enfants et des adolescents? Bien, en fait, c'est une bonne question parce que quand j'étais au baccalauréat de psychologie, j'ai travaillé dans 2 laboratoires de recherche, un qui était en psychologie organisationnelle, puis l'autre avec les enfants et les adolescents. Puis finalement, j'ai mon cœur, ma passion a été vraiment pour eux parce que pour moi, je me dis, si on peut régler les problèmes chez les jeunes, bien, ça va faire des adultes plus heureux. Puis j'ai comme l'impression qu'on peut plus facilement amener des changements chez les jeunes que chez les adultes. Là. Je sais qu'on peut aider les adultes, là. C'est pas ça que je veux dire, mais donc c'est vraiment pour ça. J'aime vraiment les ados, les enfants, je les trouve bons, je les trouve beaux. Donc j'ai vraiment envie de les aider, donc c'est vraiment pour ça. Je sais que vous travaillez un petit peu sur les capacités d'adaptation. Pouvez-vous nous expliquer comment vous voyez les capacités d'adaptation chez les jeunes? Comment on explique un peu? Oui, bien en fait, c'est que chacun de nous, on vit tous des événements tous les jours. Il nous arrive des choses, des situations difficiles, des chicanes d'amis, une rupture amoureuse, toutes sortes d'événements. Puis moi, je m'intéresse à qu'est-ce qui fait qu'un jeune, avec ces événements-là qui arrivent dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'ils vont s'adapter ou bien réagir, ou on peut mal réagir, mais qu'après cet événement-là, on peut continuer de progresser, soit à l'école, au travail. Donc, vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on s'adapte à toutes sortes de situations dans la vie de tous les jours? Justement, avec la COVID, est-ce que vous pensez qu'il y a eu beaucoup de chocs chez les enfants et les adolescents au niveau... Oui, bien, ça dépend, en fait, je dirais, de quels jeunes on parle, parce qu'il y a des jeunes qui vivaient de l'intimidation, par exemple, à l'école. Donc, le fait d'être à la maison pendant le confinement, ça leur a fait du bien. Des enfants, par exemple, qui sont plus gênés, tout ça. Mais il y a d'autres jeunes plus sociables, qui ont besoin d'être avec les autres, des jeunes qui ont besoin de se dépenser, qui font du sport. Pour eux, ça a vraiment été difficile, je pense, aux adolescents qui ont leur balle définissante. On sait comment c'est un événement important pour, entre autres, pour bien des adolescents. Donc, ça a été difficile. Ça a amené de l'anxiété, le stress. Je vais-tu attraper la COVID? Je vais-tu la transmettre à mes parents? Tu sais, c'était vraiment incertain. Là, il y a 2 ans, on ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Donc, ça a vraiment... On a eu besoin de solliciter les capacités d'adaptation de tous ces jeunes-là pour vraiment s'adapter à cette
pandémie-là qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans. Puis de quelle manière on fait pour évaluer un peu les capacités d'adaptation? C'est pas tangible comme mesure. Effectivement, bien, c'est très large. On peut le mesurer de différentes façons, mais moi, je dirais qu'on évalue différentes dimensions. On peut évaluer, par exemple, l'estime de soi des jeunes, leur détresse psychologique, les symptômes d'anxiété, de dépression. Mais on peut aussi évaluer leur soutien social parce qu'on ne s'adapte pas tout seul. C'est pas individualiste, tout ça. Donc, est-ce que le jeune a des amis sur qui il peut compter, des parents pour les aider? Est-ce qu'ils font du sport? On sait que le sport, ça peut être bénéfique quand le sport se passe là, bien, là, si on veut. Donc, dans le fond, c'est vraiment multidimensionnel. Donc, on va évaluer différentes facettes dans la vie du jeune pour voir s'il réussit là, à bien s'adapter. Puis l'évaluation, ça se fait avec des tests psychologiques, j'imagine, puis des questionnaires? Oui, tout à fait. Bien, moi, en fait, j'amène pas de jeunes dans des laboratoires. J'ai des collègues qui peuvent faire ça, mais moi, mes recherches sont plus populationnelles ou épidémiologiques. Donc, ce que ça veut dire, ces grands mots-là, c'est qu'on va dans les écoles, parce que c'est là que les jeunes sont. Depuis les dernières années, on utilise les tablettes électroniques parce que ça amène juste une confidentialité, là, puis c'est technologique, les jeunes aiment ça. Donc, on a plusieurs questions qui permettent de mesurer tous ces éléments-là. Donc, on va dans les classes auprès de 2000, 3000 jeunes, on pose les mêmes questions à ces jeunes-là. On y retourne l'année suivante pendant 2, 3, 4, 5 ans, dépendamment de l'étude que je réalise. Donc, on remesure les mêmes construits à travers le temps, ce qui nous permet de les suivre, dans le fond. Est-ce que, par exemple, l'image corporelle va augmenter ou diminuer, par exemple, au début de l'adolescence jusqu'à la fin de l'adolescence? Qu'est-ce qui va influencer les fluctuations, par exemple, d'image corporelle chez les jeunes? Donc, c'est tous des facteurs qu'on va regarder là, avec des analyses là, statistiques qu'on va faire après, là, selon les réponses qu'ils ont données au questionnaire. Comme présentement, avez-vous un sujet de recherche en particulier auprès des jeunes? Oui, bien moi, je m'intéresse beaucoup à la maltraitance dans l'enfance. Donc, les jeunes qui ont vécu, par exemple, des abus physiques, psychologiques, sexuels dans l'enfance, bien, quand je dis dans l'enfance, c'est avant 18 ans. Puis je regarde, dans le fond, ces jeunes-là qui ont vécu ça, qu'est-ce qui fait que certains jeunes s'en sortent mieux que d'autres? Donc, parce que, évidemment, là, la maltraitance, ça amène plusieurs conséquences, comme la dépression, des troubles de stress post-traumatique, qu'on mesure également. Mais il y a des jeunes qui vont, par exemple, avoir du soutien des amis, qui vont avoir des forces intérieures, qui vont faire en sorte qu'ils ne vont pas développer, par exemple, ces symptômes-là d'anxiété. Donc, j'essaie de regarder qu'est-ce qui fait que des jeunes s'en sortent mieux que d'autres quand ils ont vécu des événements difficiles comme ça. Je sais que vous êtes présentement détentrice d'une chaire de recherche visage. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, mais la chaire visage, dans le fond, s'intéresse à la vie et à la santé des jeunes. C'est une chaire qui est conjointe entre l'UQAC et le Cégep de Jonquière. Donc, c'est la première et la seule chaire au Québec qui allie le collège et le milieu universitaire, dans le fond. Puis, c'est qu'au Cégep de Jonquière, ils sont vraiment très forts en recherche psychosociale avec le groupe de recherche ECOB. Puis, il y a Marie-Ève Blackburn, qui est la co-titulaire avec moi, là, qui est chercheure au Cégep de Jonquière. Puis, ici, à l'UQAC, il y a aussi Marie-Christine Brault. Donc, à 3, on peut réaliser des recherches qui portent, dans le fond, sur la vie et la santé des jeunes. Et puis d'améliorer aussi les connaissances, mais d'améliorer la vie des jeunes parce qu'on ne fait pas juste faire de la recherche, là. Une fois que nos recherches sont terminées, bien, un des objectifs de la chaire, c'est de faire ce qu'on appelle du transfert des connaissances. Donc, on retourne auprès de nos partenaires dans les écoles pour leur dire qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat de recherche, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a ces résultats-là pour aider les jeunes, par exemple. Qu'est-ce qui vous intéressait en particulier à choisir la psychologie? Quand j'étais au cégep, moi, j'avais fait le programme Sciences, Arts et Lettres parce que j'étais pas capable de choisir dans quoi que je voulais m'en aller. Puis j'ai adoré mes 2 cours de psychologie. J'ai trouvé ça tellement intéressant de comprendre qu'est-ce qui nous amène à faire certains comportements, comment nos émotions sont liées à nos pensées, à nos comportements, qu'est-ce qui fait qu'on vit des difficultés, comment on peut aider les autres à se sortir de ces difficultés-là. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amené à la psycho, de mieux comprendre l'être humain. Vous êtes présentement professeur, mais est-ce que parfois vous aimeriez faire de la clinique, dans le fond, auprès des gens? Bien, j'en fais quand même encore un petit peu, pas beaucoup parce que la carrière de prof est vraiment prenante, mais comme j'enseigne aussi des cours cliniques d'évaluation, d'intervention, donc je fais un petit peu de privé, là, quelques heures par semaine pour comme garder la main, si on veut, là. Donc oui, je continue un petit peu, donc ce qui fait que ça me manque pas étant donné que j'en fais un peu. Maude Elisabeth Seymour Abbott est une Québécoise née le 18 mars 1868 à Saint-André d'Argenteuil. Elle est élevée par sa grand-mère maternelle après le décès de sa mère par la tuberculose, alors que son père les a abandonnés l'année précédente. Dès son enfance, elle montre une soif d'apprendre qui la pousse à exceller dans ses études. Cela lui permet d'obtenir une bourse en 1885 afin d'étudier à l'Université de McGill, qui a ouvert ses portes aux femmes l'année précédente. Elle obtint une licence en or en 1890 et reçoit même la médaille d'or de Lord Stanley. Toujours assoiffée de connaissances, Abbott entreprend de devenir médecin. Elle veut d'abord intégrer le programme de McGill qui refuse sa demande,
car ce programme est réservé aux hommes. Elle intègre donc le programme de médecine de l'Université Bishop, où elle obtint son diplôme en 1894. Elle reçoit également le prix d'anatomie senior ainsi que le prix du chancelier la même année. Elle part ensuite en Europe où elle passe 3 ans à suivre des cours en physiopathologie, en plus d'acquérir de l'expérience en milieu hospitalier. À son retour à Montréal en 1897, elle ouvre son propre cabinet privé où elle traite des femmes et des enfants. L'année suivante, l'Université de McGill lui offre le poste de conservatrice adjointe de son musée médical. En 1901, elle est promue au poste de conservatrice principale du musée où elle procède à des démonstrations informelles destinées aux étudiants en médecine de l'université. Ces démonstrations deviendront par la suite une obligation dans le programme. Lors de sa création, elle devient cofondatrice de l'Association internationale des musées de la médecine. Cette association lui sera d'un grand support afin d'assembler des dons à la suite de la perte d'une grande partie de la collection lors d'un incendie. Cette démarche permet d'assembler près de 3000 échantillons. Par son travail important, l'Université de McGill lui offre un doctorat honorifique de médecine, ce qui lui permet de devenir une chargée de cours en physiopathologie. Le Women's Medical College of Pennsylvania à Philadelphie réussit à la recruter en tant que professeure de physiopathologie et de bactériologie de 1923 à 1925. Par la suite, elle retourne travailler en tant que professeure adjointe à l'Université de McGill. Elle rassemble des photos, des diagrammes et des grands dessins afin de les présenter à l'exposition de l'Académie de médecine de New York ainsi qu'à la réunion de la British Medical Association de Londres. Ces images lui servent à rédiger l'Atlas des maladies cardiaques congénitales paru en 1936. Ce livre est particulièrement important à la compréhension et au diagnostic des malformations cardiaques, en plus de permettre la création de nouveaux traitements. Elle prend sa retraite la même année. Elle mourut le 2 septembre 1940 d'une hémorragie cérébrale. Elle reçoit de nombreuses distinctions après son décès, notamment le titre de personne d'importance historique nationale en 1993, en plus d'être intronisée au Temple de la renommée médicale canadienne en 1994. On va revenir un petit peu à l'aspect plus UQAC. Vous avez choisi l'UQAC, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez que faire des recherches en région, c'est plus difficile que dans les grandes villes? Je dirais oui et non. Ça dépend quel aspect. Le fait qu'on soit une petite université de taille humaine, moi, je trouve ça vraiment génial parce qu'on est près des étudiants. Si on a besoin de quelque chose, on peut plus facilement réussir à avoir de l'aide pour réaliser nos choses. Mais c'est sûr que parfois, par rapport à des grandes universités, on peut être désavantagé parce que dans les grandes universités, ils vont recevoir plus de financement, ils ont plus de ressources. Donc, c'est sûr qu'à certains niveaux, ça peut nous désavantager. Mais en même temps, moi, en étant au Saguenay, bien, j'ai accès à toutes les écoles de la région. Les écoles, maintenant, me connaissent. On a vraiment développé des forts partenariats ensemble. Donc, ça amène une richesse que j'aurais peut-être pas développée si j'avais été, par exemple, à Montréal. Donc, les gens, ils veulent que l'UQAC soit là. Il y a comme une fierté régionale. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis on ne se le cachera pas, l'UQAC, là, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est tellement une belle région, donc c'est vraiment une belle place. Totalement. Lors de votre cheminement professionnel ou scolaire, est-ce que vous avez trouvé que vous avez eu des difficultés en tant que femme, contrairement aux hommes? Bien, pendant mon parcours scolaire, peut-être moins, parce qu'en psychologie, c'est un domaine de femmes, là, malheureusement, peut-être pour les hommes, parce qu'on peut être 80 de filles pour 10 de gars là, dans les études, donc, veux pas, on est entouré de femmes. C'est peut-être plus tard que je l'ai vu ou quand je regarde les recherches là, qui sont réalisées par rapport aux carrières académiques des hommes et des femmes, on voit que les femmes, ça peut être un petit peu plus difficile d'aller chercher du financement. Il y a moins de femmes qui publient d'articles que d'hommes pour toutes sortes de raisons. Je ne rentrerai pas nécessairement dans les détails. Donc oui, malheureusement, encore aujourd'hui, en 2022, les femmes sont désavantagées. Puis avec la pandémie, ça a accentué un peu plus ces différences-là. On l'a vu parce que les femmes ont été les premières, bien, les hommes aussi se sont impliqués. Mais il y a eu plus de femmes qui se sont impliquées auprès de leur famille, de leurs enfants ou de leurs parents. Donc, ça fait en sorte qu'il y avait moins de temps pour s'impliquer en recherche. Donc, même des études qui sont sorties dernièrement, là, puis qui ont montré ces résultats-là, que les femmes étaient un peu désavantagées. On voit que dans le domaine de sciences, il y a moins de femmes qui font un doctorat que dans les domaines... je ne sais pas si en psychologie, il y a autant de femmes que d'hommes ou il y a plus de femmes qui vont jusqu'au doctorat? Bien, en psychologie... ça prend le doctorat pour être psychologue maintenant. Donc, à cause de ça, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de femmes qui réussissent à terminer leur doctorat. Donc, en sciences,
sciences humaines, sociales, je pense qu'il y a plus de femmes qui obtiennent leur doctorat. Mais encore là, tu sais, il y a plus de femmes qui obtiennent leur doctorat, mais quand on regarde dans les départements, souvent c'est moitié hommes, moitié femmes, ou un peu plus d'hommes qui sont professeurs. Donc, même si les femmes réussissent à avoir leur doctorat en psychologie, bien, il y en a peut-être moins qui choisissent le domaine académique. La recherche, ils font moins de recherche, ils vont plus dans la clinique. Il y en a quand même, là, des femmes, on est beaucoup de femmes professeurs, mais peut-être qu'il y en a un petit peu moins qui se dirigent vers la carrière académique. Parce que c'est quand même, si on ne se le cachera pas, c'est beaucoup de temps de travail, une carrière académique. Puis être une femme, des fois, ça peut être comme un peu désavantagé pour continuer la recherche. Parce que ça prend beaucoup de temps avec la famille et la recherche en même temps. C'est difficile. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Bien oui, effectivement, c'est difficile. Moi, je suis maman de 3 enfants, donc c'est sûr que je trouve ça très difficile de concilier tout ça ensemble, mais c'est parce que moi, j'aime vraiment beaucoup ma famille, j'aime beaucoup mon travail, donc je suis passionnée par ce que je fais au travail, mais en même temps, je veux m'occuper de mes enfants, mais j'ai la chance, dans le fond, d'être avec un conjoint qui est très soutenant, qui partage autant que moi les tâches familiales et tout ça. On est dans la région avec la famille de mon conjoint qui est ici, donc ce qui permet vraiment un réseau social important qui aide, mais c'est sûr que quand on a des enfants, en bas âge surtout, c'est très difficile de pouvoir concilier tout ça ensemble. Puis c'est sûr que des fois, ça peut amener certains retards, là, par exemple, au niveau de la publication scientifique. Là. C'est sûr quand ton enfant est malade à la garderie, tu dois aller le chercher puis t'en occuper à la maison, mais pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de travailler. Là. Vous avez mentionné que vous avez pris un congé maternité. Est-ce que vous trouvez que c'est un désavantage par rapport aux hommes de prendre ces congés-là? Bien, par rapport à l'avancement de la carrière, je dirais oui, parce que pendant cette année-là, on s'occupe de nos enfants à temps plein. Donc, oui, c'est sûr qu'on va continuer un petit peu les courriels et des petits trucs en lien avec la recherche, mais pas tant que ça. Donc, c'est sûr que dans le CV, ce qui est compté pour obtenir des subventions de recherche et tout ça, c'est sûr qu'on est désavantagé parce qu'on a moins d'articles, moins de subventions pendant ces moments-là. Ou si on n'en a pas autant, c'est parce qu'on a travaillé beaucoup pendant notre congé, mais là, on sort du congé fatigué. Donc oui, moi, j'ai eu 3 beaux congés de maternité où on a vraiment cette chance-là au Québec de pouvoir prendre une année complète et ça, c'est vraiment merveilleux, ce que d'autres pays n'ont pas. Puis on peut vraiment s'occuper de nos enfants, mais c'est sûr qu'on est un peu désavantagé pour ça au plan du travail. Mais en même temps, je les prendrais quand même, ces congés-là. Gertrude Elion est une pharmacologue et biochimiste américaine ayant développé des traitements majeurs dans certaines maladies telles que la malaria, le sida, la leucémie et les transplantations d'organes. Elle est née à New York en 1918. Lorsqu'elle était enfant, elle avait déjà pour idole Louis Pasteur et Marie Curie. Elle dévorait les livres de vulgarisation scientifique et avait une soif insatiable de savoir. Lorsqu'elle avait 15 ans, son grand-père, de qui elle était proche, décéda d'un cancer de l'estomac. Elle désira trouver un remède à cette maladie et ce fut un événement majeur pour orienter ses études. Malheureusement, la Grande Dépression de 1929 a grandement affecté sa famille. Son père a fait faillite. Malgré les difficultés, elle réussit à entrer au Hunter College gratuitement en raison de ses bons résultats. Elle y compléta son baccalauréat en sciences, précisément en chimie, avec la plus haute distinction. Elle a été acceptée pour une maîtrise seulement 1 an et demi après son baccalauréat, puisque la majorité des postes n'étaient pas disponibles pour les femmes. Elle est la seule femme de sa cohorte à avoir obtenu son diplôme en 1941 et sa bourse d'études pour des études doctorales lui fut déclinée en raison de son genre. À défaut de trouver un emploi de chercheuse, Gertrude débuta sa carrière avec des emplois peu stimulants pour elle, où elle contrôlait la qualité des aliments dans des entreprises de supermarchés. Éventuellement, la mobilisation des hommes pour la Seconde Guerre mondiale ouvrit de nouvelles opportunités d'emploi pour les femmes, ce qui l'amena à travailler chez Johnson & Johnson. Par contre, c'est grâce à son père qu'elle rencontre George Hitchings en 1944. Cet homme dirige un laboratoire de recherche pharmaceutique pour la compagnie Burroughs Wellcome et il n'est pas fermé à engager des femmes, Gertrude étant la deuxième. Elle aime cet emploi puisqu'elle continue d'apprendre, notamment sur l'immunologie, la pharmacologie et la virologie. Elle commence éventuellement un doctorat à temps partiel. Cependant, elle est informée qu'elle doit continuer à temps plein ou l'abandonner. Elle fait le choix déchirant de continuer de travailler dans le laboratoire de Hitchings. En 1950, ils mettent au point un traitement permettant des rémissions de la leucémie ainsi qu'un second permettant d'améliorer les effets de ce premier. En 1957, ils synthétisent l'azatioprine qui sera étudiée par une équipe de l'Université de Tufts pour ses effets immunosuppresseurs dans les transplantations d'organes. En 1967, Hitchings prend sa retraite et Gertrude crée alors son propre laboratoire indépendant à l'Université Duke en Caroline du Nord. Elle y dirige le département de recherche médicale et pharmaceutique. En 1978, en collaboration avec l'ancien laboratoire de Hitchings, son laboratoire met au point l'aciclovir, qui est un antiviral traitant le virus d'Epstein-Barr, l'encéphalite herpétique et l'herpès génital.
En 1983, Gertrude prend sa retraite et devient professeure émérite et conseillère auprès d'institutions telles que l'OMS ou l'American Association for Cancer Research de Philadelphie. Elle reçoit également le prix Nobel de médecine en 1988, partagé avec George Hitchings et Sir James Black pour leurs techniques innovantes dans l'élaboration de médicaments. Elle décède le 21 février 1999 d'une hémorragie cérébrale. Elle reçut 3 doctorats honorifiques de la part des universités George Washington, Université Brown et Université du Michigan. Selon l'American Chemical Society, Gertrude aurait publié 225 articles sur ses recherches et possède 45 brevets à son nom. Plusieurs molécules synthétisées par Gertrude figurent encore aujourd'hui sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Quelle est votre plus grande fierté en carrière? C'est vraiment une excellente question parce qu'on dirait que j'ai travaillé sur plusieurs choses puis je suis une passionnée par ce que je fais. C'est difficile de répondre à ça. Mais je dirais qu'en ce moment, je travaille aussi avec les communautés autochtones. Puis on a fait beaucoup de travaux où on a vu que les enfants, les adolescents autochtones étaient plus vulnérables, qui vivaient plus d'événements de vie difficiles comme de la violence, par exemple. Puis bien, c'est bien beau de trouver ça, de mettre en lumière leurs difficultés, mais un côté de moi comme chercheur qui se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Puis on a commencé à travailler avec les communautés, à faire de la prévention de la violence sexuelle dans les communautés autochtones avec des programmes qu'on a montés avec eux. Puis là, on continue ça. Donc, on a développé des outils qui sont super beaux par des artistes atikamekw, Innu. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une fierté parce qu'au-delà des connaissances qu'on avance, bien, on intervient dans les communautés pour améliorer, dans le fond, la vie des jeunes. Comment envisagez-vous votre futur au sein de l'établissement? Mais moi, j'aime beaucoup faire la recherche. Je sais que comme professeur, on est amené à avoir différents parcours. Je veux continuer à enseigner, à m'impliquer auprès des différents comités qu'on a ici à l'université, mais c'est sûr que moi, la recherche, j'en mange. Donc, j'aimerais vraiment ça, d'avoir du temps pour pouvoir me consacrer à mes recherches. Puis le mentorat aussi des nouveaux professeurs, pour moi, c'est un autre aspect important. Tantôt, on parlait des femmes. Pour moi, de mentorer des nouvelles professeurs ou des étudiantes à choisir la carrière académique, ça, c'est vraiment important. Donc, j'aime donner du temps pour aider les jeunes, notre relève future. Donc, ça, c'est quelque chose que je voudrais continuer là, ici à l'UQAC. Est-ce que vous pensez que travailler à l'UQAC peut être un désavantage au niveau international? Bien, moi, je dirais que non, parce que j'ai fait une sabbatique en Australie où je suis allée voir des collègues. J'ai des collaborations avec des gens en Norvège, aux États-Unis, en Angleterre. Donc, ce qui compte vraiment, tu sais, dans la recherche, c'est la capacité d'aller chercher des fonds de recherche des grands organismes subventionnaires. Là. C'est des beaux grands mots que je dis là, mais j'ai réussi à aller chercher beaucoup de fonds dans les dernières années de ces organismes-là qui m'ont permis de faire des recherches de grande qualité, d'écrire des articles, de les publier. Donc, une fois que l'article est publié, peu importe si tu viens de l'Université de Montréal ou de l'UQAC ou d'ailleurs, ce qui compte, c'est la qualité du produit fini, si on veut. Donc, à ce niveau-là, je ne me suis pas sentie désavantagée. Peut-être de manquer parfois de ressources ou de temps pour écrire des articles et faire de la recherche, étant donné qu'on doit s'impliquer plus dans différents comités. Peut-être à ce niveau-là, mais au niveau du rayonnement international, je dirais que non. Vous impliquez dans beaucoup de comités. Est-ce que vous considérez qu'être chercheur, c'est plus un travail solo ou en équipe? Définitivement en équipe. Toute seule, je ne réussirais pas à faire tout ce que je réussis à accomplir. C'est vraiment un travail d'équipe avec des collègues en art. Pour moi, là, c'est vraiment important d'avoir du plaisir au travail plus que le nom ou le renom de la personne. Donc, moi, si j'ai du fun avec toi, je vais travailler avec toi. Donc, c'est vraiment ce qui me motive à travailler, de réaliser des projets en gang, puis avec des étudiants. Donc, j'ai un laboratoire avec beaucoup d'étudiants. Je travaille avec des collègues d'un peu partout, au Québec et dans le monde. Puis c'est ce qui fait que c'est riche, là, au final. Tout seul, je pense que je m'ennuierais, vraiment. Qu'est-ce qui vous motive à enseigner? Bien, c'est de transmettre les connaissances. Je pense que de pouvoir transmettre aux étudiants des connaissances, mais aussi la rigueur scientifique. Donc, comment on fait une recherche, pourquoi c'est important la science, les recherches, puis comment on peut appliquer ça dans la vie de tous les jours pour aider les enfants, les adolescents. Je pense que c'est ce qui me motive, de pouvoir transmettre mes connaissances. Mais aussi d'apprendre, parce que les étudiants nous enseignent aussi beaucoup, ne veulent pas à travers leurs travaux, les échanges en équipe. Donc, je trouve que c'est donnant-donnant, au final, l'enseignement. Je sais qu'en psycho, c'est un milieu qui est très, très compétitif. Dans le fond, il faut quand même avoir des bonnes notes pour accéder au doctorat. Est-ce que vous sentez cette pression-là chez vos étudiants? Oui, je le sens vraiment. Les étudiants, ils sont stressés puis anxieux parce qu'ils veulent obtenir des bonnes notes. Tu sais, ici, à l'UQAC, là, en ce moment, on en prend seulement 10 au doctorat.
Pourquoi? Bien, parce qu'on manque de professeurs. On n'est pas assez de professeurs pour pouvoir superviser ces étudiants-là parce que ça demande beaucoup de temps, là, des étudiants au doctorat. Donc, en raison du faible nombre de places au doctorat, ça fait en sorte que les étudiants sont en grande compétition parce qu'ils doivent avoir des A et des A+, majoritairement. Donc, c'est sûr que ça mène une compétition de qui n'aurait pas les meilleures notes ou vraiment beaucoup d'études, de stress, de s'assurer de faire des super de bons travail pour avoir les notes, pour accéder là, au doctorat. Mais avec ça, est-ce qu'on est capable de combler la pénurie des psychologues? Je ne pense pas qu'on réussit parce qu'il y a plusieurs postes vacants actuellement dans les milieux. Donc, c'est sûr que ça en prendrait plus, mais pour ça, comme je le disais tantôt, ça prendrait plus de professeurs pour qu'on puisse encadrer ces étudiants-là. Mais également, il doit y avoir une réforme là, au niveau des CIUS parce qu'actuellement, puis ça, on peut le voir dans les médias, ce que les psychologues doivent faire ou ce qu'ils font actuellement ne va pas nécessairement avec ce pourquoi ils ont étudié. On leur demande des fois différentes sortes de tâches. La façon que c'est encadré dans les CIUS, en fait, depuis la réforme Barrette et même avant, il y a différentes difficultés, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de psychologues qui quittent le milieu public pour aller au privé parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas mettre à profit toutes leurs compétences qu'ils ont acquises. Là. Puis en plus, les étudiants, quand ils commencent le doctorat, ils n'ont pas de salaire techniquement quand il y a le 4 ans de doctorat. Ils sont seulement après l'internat. Est-ce que ça crée encore plus de stress chez les étudiants? Effectivement, parce que certains étudiants doivent travailler en plus des études. Puis au doctorat, c'est vraiment très... les cours sont difficiles, il y a beaucoup de stages, donc ça demande beaucoup de temps. Donc oui, ça peut amener un stress pour les étudiants de réussir à arriver financièrement pour pouvoir payer leurs études. Là. Donc oui, c'est un autre stress que nos étudiants vivent. Là. Quel impact il y a sur la société d'avoir une pénurie de psychologues? Bien, en fait, on peut penser que c'est des gens qui vont moins bien, qui ont des symptômes d'anxiété, de dépression, qui ne sont pas traités. Donc, ces gens-là absentéisent au travail, absentéisent peut-être à l'école également. Donc, je pense que si on avait plus de psychologues pour aider plus de gens, bien, une société qui va mieux coûte moins cher, si on veut. Mais au-delà de l'argent, tu sais, je pense que plus on est de personnes à bien aller, bien, ça a des répercussions sur tout le monde autour de soi. Donc, c'est sûr qu'il faut pouvoir intervenir. Ce n'est pas normal qu'il y ait des longues listes d'attente avant de pouvoir voir quelqu'un pour se faire traiter au plan psychologique. Je sais que vous êtes passionné par vos recherches et ce que vous faites présentement. Est-ce qu'il y a des côtés plus négatifs? Oui, c'est pas toujours beau. Ça ne le cachera pas. Je dirais, moi, que toute la bureaucratie, l'administratif, ça, j'aime moins ça. Là. Tous les formulaires à remplir, les permissions qu'on doit demander pour aller à tel congrès, pour demander une subvention. Il y a beaucoup de formulaires. Donc, des fois, je me disais tout le temps que je passe dans ces formulaires-là. Pendant ce temps-là, je ne fais pas de la recherche. Donc, beaucoup de reddition de comptes. Mais en même temps, je le comprends parce qu'on doit pouvoir montrer ce qu'on a fait comme travail. Mais je pense que ça a augmenté dans les 10 dernières années. Puis on aurait peut-être intérêt à simplifier un peu les processus pour que ça soit plus facile. Merci Jacinthe d'avoir participé à cette entrevue. Ça me fait vraiment plaisir.